et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Émotion. C'est vraiment le mot qui caractérise cet échange avec Olivier. Biscornu représente absolument tout ce pourquoi j'ai créé Espérance. Touché par la situation et les craintes de ses enfants, Olivier a décidé de faire un virage professionnel à 180 degrés pour créer une entreprise inclusive, éco-responsable, qui nous rassemble et nous fait passer de délicieux moments. Je suis très fière d'avoir eu la chance de l'interviewer pour Espérance. Le message qu'il y fait passer est vraiment essentiel selon moi. Vous retrouvez dans la description les liens pour suivre son projet. N'oubliez pas de nous identifier en story sur Instagram pendant que vous nous écoutez et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous sur Espérance. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cet épisode. Ce mois-ci, j'essaye vraiment de montrer toutes les initiatives positives dans lesquelles on peut s'investir et qu'on peut soutenir là avant les fêtes de fin d'année. Donc merci beaucoup d'être ici. Dans un premier temps, je vais vous laisser tout simplement vous présenter puis présenter un petit peu le projet que vous développez aujourd'hui. Très bien, bonjour Marion. Je suis aussi très heureux de ce podcast sur Espérance pour pouvoir présenter un peu le projet que je porte. Donc, je m'appelle Olivier, je suis marié, j'ai 3 enfants. Nous habitons en région parisienne et effectivement, je viens d'engager une nouvelle société qui s'appelle Biscornu autour d'un projet solidaire et éco-responsable. Donc, le projet, c'est de pouvoir fabriquer des verrines gourmandes bio, des entrées, des plats, des desserts, à partir de fruits et légumes locaux, de saison, mais qui sont déclassés. Donc, aujourd'hui, ce sont des fruits et légumes qui sont jetés, car non consommés, impropres à la consommation, jugés hors calibre ou en surproduction. Donc, c'est ces fruits et légumes qu'on va récupérer et qu'on va transformer par des personnes en situation de handicap pour en faire des recettes exceptionnelles, des recettes gastronomiques gourmandes, avec l'aide de chefs étoilés qui nous fabriquent, qui nous élaborent ces recettes pour le projet. Génial. Un gros engagement, enfin des engagements multiples et puis le fait de pouvoir vraiment travailler avec des professionnels comme ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée aussi. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce projet en fait? Comment c'est né? Alors le projet est assez récent, donc je l'ai lancé en avril en contactant des premiers partenaires. Et à l'origine de ce projet, c'est la situation de mon fils aîné, Alexandre, qui a 14 ans. Donc mon fils aîné, il est autiste sévère. Donc malheureusement, ça fait maintenant 2 ans qu'il est à la maison et qu'il n'a pas de place ni à l'école, ni en institut spécialisé pour le prendre en charge. Donc, je n'en pouvais plus, on va dire, de passer devant lui le matin, d'aller moi-même à mon travail pour avoir, on va dire, beaucoup d'intérêt intellectuel dans mon travail et de constater que mon fils, lui, resterait là pour la journée et on ne le préparait pas non plus à un avenir professionnel. Donc, j'ai décidé d'entreprendre pour cette raison-là, parce qu'il était effectivement sans solution immédiate, mais aussi sans solution non plus pour l'avenir. Ouais. J'ai voulu construire une place pour ces enfants exclus dans notre monde, dans notre société. Voilà, donc ça c'est un peu la genèse du projet. C'est le déclencheur. Mais il y a aussi d'autres déclencheurs. En fait, dire que j'ai 3 petits déclencheurs, ce sont mes 3 enfants. Donc l'aîné, c'est Alexandre qui était à la maison. Et mes 2 autres enfants qui ont 12 ans et 8 ans, Ulysse et Inès, vivent eux avec une certaine angoisse, une certaine anxiété du dérèglement climatique. Donc ils vivent un peu les changements qu'on connaît ou qui se manifestent un peu à différents endroits de la planète
de façon assez angoissée. Et on va dire que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une sensibilité, une sensibilisation particulière à ces problématiques environnementales. Et donc, je voulais, par cet engagement pour mon fils aîné, le faire également pour mes deux autres enfants, montrer qu'on pouvait s'engager de façon vertueuse en ayant une économie qui soit à empreinte environnementale la plus faible possible. Donc, essayer de construire, on va dire, un monde qui permette une équation vivable pour nos enfants et les générations d'après. Super. Ouais, c'est un beau modèle aussi, hein, du coup, pour eux de pouvoir voir ça. J'ai juste une question pour moi, et puis parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui ne sont pas avertis sur le sujet. La situation d'Alexandre, est-ce que c'est le fait comme ça de ne pas avoir de place ni en école ni en institut, est-ce que c'est quelque chose de courant pour les personnes qui sont autistes? Malheureusement, oui. En fait, c'est un constat qu'on partage avec beaucoup d'autres familles. Donc, nous sommes en région parisienne exprès pour la situation de notre fils aîné, puisque en région parisienne, on avait l'avantage d'avoir quelques structures qui permettaient de prendre en charge avec des modes de prise en charge qui sont plutôt avancés, avant-gardistes. Alors, ce qu'on appelait avant-gardistes en France, c'était des modèles développés par ailleurs dans d'autres pays, hein, donc au Canada et aux États-Unis, qui sont plutôt avancés dans le domaine de l'audisme. Et donc, on a réussi à trouver, au bout de 2 ans d'attente, un organisme qui s'appelle le CESA des premières classes, qui est à Suresnes, et qui accompagne comme ça une cinquantaine d'enfants comme Alexandre dans le milieu scolaire, donc en classe. Donc, c'est un accompagnement dans le milieu ordinaire, mais en ayant un langage adapté pour nos enfants différents. D'accord. Okay. Donc, ça, on va dire qu'il y a à peu près 1% des enfants qui naissent et qui sont autistes, avec une palette qui est très large en fait, hein, de symptômes. Et l'histoire de la prise en charge, au bout d'un certain temps, bah, effectivement, elle devient problématique parce elle ne permet pas de former nos enfants à un métier demain, bien souvent. Et donc, ça finit avec 99% des personnes en situation d'autisme n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Donc, 99% sont exclus de notre société. Donc voilà, c'est un constat qui fait mal au cœur. Donc en tant que famille, nous, on souffre de ces exclusions. Et puis les premiers en fait à subir cette exclusion, ce sont nos enfants. Ouais, forcément. Donc c'est malheureux aujourd'hui et justement on entreprend pour changer un peu le regard sur la différence de nos enfants pour qu'on démontre, on a négligé probablement des talents qui sont insoupçonnés, qui ne sont pas montrés. Et donc, Biscornu, c'est un peu cette équation-là, de montrer que l'exclusion, qu'elle soit d'ordre des ressources matérielles, donc des ingrédients, des fruits et légumes qu'on produit, hein, qu'on gâche, qu'on exclut, ou alors des ressources humaines, hein, des personnes comme mon fils, eh bien, quand on va considérer un petit peu ces choses et ces gens d'une autre manière, on va voir un peu le talent qu'ils ont. Et justement, c'est de mettre en lumière un peu ces talents-là pour passer un peu de l'ombre, de l'exclusion, vers la lumière. Voilà, c'est un peu une symbolique. Ouais. C'est vrai que dans la société actuelle, c'est très normé. Enfin, on en parlait de manière beaucoup plus générale déjà dans l'éducation, dans le fait que voilà, l'école, il faut vraiment rentrer dans une case, mais c'est puissance 1000 pour les personnes qui ont un handicap et qui peuvent encore moins se retrouver là-dedans. Je crois que, enfin, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas que les autistes qui ont une place dans Biscornu, parce que je crois que j'ai vu une jeune femme qui était sourde, il me semble, récemment aussi, qui a rejoint l'équipe, c'est ça? Absolument. Donc le modèle se veut justement le reflet d'une société qui inclurait toutes les différences. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucun filtre sur les handicaps qui rejoindront Biscornu. Donc ce sera une société qui sera composée de personnes, on va dire, dites neurotypiques, avec des aptitudes habituelles, normales, et puis des personnes en situation de handicap et tout handicap. Voilà, donc ça c'est important parce que c'est bien là la démonstration qu'on souhaite faire, c'est de montrer que à tous ensemble, nous sommes tous quelque part un peu biscornus, c'est le message, de dire qu'on a tous des particularités, des fois des fragilités, des faiblesses. Elles font partie de nos vies et en fait la société a assez normalisé un peu cette approche, une approche de ce qu'on doit savoir faire, de ce qu'on doit être. Et nous, on aura à cœur justement de montrer que
Non, la vie nous a rendu, nous a fait avec des différences, avec ces différences qui sont très intéressantes, qui sont pleines aussi de richesses, de Ouais. merveilles. En fait, c'est plutôt un regard sur tout ce qui nous entoure qui mérite, en fait, je pense, moi, de porter un autre modèle. Voilà. Mm. J'aimerais bien qu'on puisse montrer, mettre en valeur toute la beauté de ces différences. Ouais. Voilà, donc c'est un autre regard. Ouais, c'est ce qui fait notre unicité, donc forcément, c'est aussi une richesse. Avant d'enchaîner vraiment sur la partie plus produit de Biscornu, moi, je me pose quand même la question, j'imagine que les auditeurs aussi, comment ça se passe quand on monte une entreprise justement avec des personnes en plus qui ont tous, enfin, qui peuvent avoir des handicaps qui sont tous différents? Est-ce que ça demande quand même d'avoir des personnes qui accompagnent? Est-ce que ça demande une structure particulière ou alors c'est des idées reçues et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, presque comme n'importe quelle entreprise. Alors, pour beaucoup de choses, je pense que l'exclusion vient souvent du langage. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément les codes ou le langage pour discuter avec quelqu'un de différent. D'accord. Donc, on constate quand on va à l'étranger, hein, quand on a des étrangers qui viennent chez nous aussi, c'est-à-dire que quand on n'a pas le langage commun, on va pas comprendre l'autre, on va pas comprendre les différences. Eh bien, c'est à peu près pareil pour le handicap, c'est qu'on n'a pas le même langage. Et bien souvent, par cette méconnaissance, on va avoir peur, on va exclure. Et pour moi, c'est plutôt une dimension de s'intéresser à quelle est la jonction, qu'est-ce qui va rendre possible un dialogue entre le monde du handicap et le monde professionnel classique. D'accord. Donc, voilà, ce langage-là, il est à bâtir. Alors, je pense que c'est un long chemin qu'on entreprend, mais il y a beaucoup de belles choses qui sont faites par ailleurs, déjà par des entreprises, par des associations qui travaillent sur ces sujets d'intégration pour tout profil de handicap. Donc, on a déjà des exemples à l'œuvre, en fait, dans des entreprises aujourd'hui, de personnes qui présentent des symptômes d'autisme sévère ou d'autres particularités. Et ils travaillent sur justement ce langage commun. Donc, le langage commun, ça va être des fiches descriptives de fonctions, de tâches, qui vont être visuelles, qui vont être détaillées pas à pas, et avec cette façon de pouvoir communiquer avec l'autre, avec quelqu'un de différent, eh bien, on va permettre à beaucoup de profils d'entreprendre et puis de s'insérer dans notre société. Donc C'est voilà, super c'est plutôt une intéressant. question de méthode. En Ouais. réalité, c'est une question de langage. Et après, une fois qu'on a diagnostiqué que c'était une question de communication, donc de langage entre deux mondes qui peuvent être un peu différents, eh bien, on va s'attaquer à la méthode. Comment on va faire? Et donc, ça existe. Et donc, on a créé en parallèle de Biscornu une association qui s'appelle l'Envol. Et la mission de cette association, c'est justement de recenser les différents protocoles de travail qui existent en France et ailleurs, de pouvoir les standardiser et de créer une bibliothèque open source en ligne qui mettrait en valeur justement les bonnes pratiques de dialogue entre le monde professionnel et le monde du handicap selon les particularités des handicaps. Super. Ah, c'est génial. C'est très intéressant et c'est vraiment encore une fois, une très belle initiative de pouvoir faire ça, justement, de pouvoir tout regrouper pour faire connaître au plus grand nombre comment ça fonctionne. C'est super. C'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais pensé à ça de cette façon-là. Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça paraît un petit peu, enfin, pas évident, mais presque. Et c'est vrai que se dire finalement que c'est, ben oui, forcément, on est avec une personne qui est différente, donc on peut avoir des modes de communication différents, mais comme pour n'importe qui, en fait, on a tous aussi des modes de communication différents pour dire ce qu'on ressent, etc. Donc, c'est un bel enseignement aussi que vous apportez là. Pour passer vraiment sur la partie, on va dire, plus produit, etc., de Biscornu, donc concrètement, vous travaillez avec donc des chefs des professionnels, hein, des chefs même étoilés, je crois, j'ai vu, pour faire Sévérine. Et je crois qu'il y a aussi un système de consigne, il me semble, qui est mis en place. Oui. Alors, comment ça Et alors fonctionne? c'est un modèle qui se veut vertueux de bout en bout, hein. Donc ça veut dire qu'on va veiller au bien manger. Donc bien manger, ça veut dire on va essayer de prôner une agriculture qui ne dégrade pas son environnement, donc qui ne dégrade pas les sols, avec l'utilisation de produits chimiques, avec des engrais D'accord. chimiques. Mm. On va prôner une agriculture qui ne va pas aussi dégrader la faune avec l'utilisation de pesticides. Donc, on va choisir des ingrédients qui seront les plus complètement naturels, 100% naturels, qui vont être les plus locaux possibles, donc avec des particularités quand même territoriales
Donc, on va aller jusqu'aux frontières françaises, à la fin des D'accord. frontières françaises, pour pouvoir porter un modèle qui se veut local, donc avec des produits français, qui soient élevés de la façon la plus, ou cultivés de la façon la plus naturelle possible. Et puis, effectivement, on va tirer la bobine de l'équation pour qu'elle soit vertueuse intégralement. Donc, après, on va les récupérer de ces produits-là qui sont déclassés, qui sont en surproduction ou hors calibre. On va les récupérer et on va les transformer par des personnes en situation de handicap pour après les porter dans des verrines, des contenants en verre qu'on va réutiliser. Donc, ces contenants en verre qui vont contenir donc, les recettes de chefs étoilés, entrées, plats et desserts. On va avoir à cœur de les porter à un endroit de distribution où ils vont pouvoir être consommés soit sur place, soit récupérés à ces endroits-là de distribution. Et après, on va récupérer les contenants vides de ces mêmes endroits qu'on aura distribués. Voilà. Donc, on réintroduira ensuite les contenants en verre dans la case de production de ces verrines. Ouais. Donc, le tout se veut zéro déchet, donc consigné parce que ça permet d'avoir une sorte de responsabilité par rapport aux contenants. On va pas les mettre au recyclage parce que ça occasionne aussi des étapes d'énergie, de récupération, de logistique, donc de consommation de CO2, aussi d'énergie pour les recycler. Nous, on va essayer de les récupérer pour les réintroduire, les laver simplement et les réintroduire dans l'équation de production. Super. Oui, parce qu'on dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, le recyclage, ça reste quand même de la production de déchets. C'est super. Et du coup, ces verrines, elles sont. Alors, est-ce que c'est un format individuel? Est-ce que c'est destiné plutôt à des personnes qui veulent se faire à manger tous les jours? Est-ce que c'est plutôt pour des repas, enfin, quand on organise des dîners? À qui ça s'adresse en fait? Alors, ce seront des verrines individuelles dans un premier temps, puisqu'on va s'attacher à vraiment réaliser des recettes de chef étoilé. Donc, ça veut dire que il va y avoir une très grande attention sur l'élaboration des recettes et après le montage. Le montage, on va faire en sorte qu'il soit structuré d'une manière à pouvoir apprécier chacun des ingrédients. Donc, on aura une expérience culinaire très particulière en fonction de l'assemblage. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément reproduire dans un grand bocal. C'est une expérience culinaire, par contre, qu'on va pouvoir atteindre dans des verrines individuelles. Donc, pour les entrées, pour les plats et les desserts, le montage aura son importance pour l'expérience gustative. Comment on va prendre, comment on va les piocher dans la verrine, les différents ingrédients, dans quel ordre, pour avoir l'expérience en bouche, sur le palais, avec tous les récepteurs gustatifs, pour savourer vraiment l'intention du chef et avoir une expérience unique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé dans un premier temps sur des contenants uniques. C'est-à-dire pour personne, individuel. Voilà. Super. C'est vrai que quand on voit, enfin moi j'ai vu un petit peu quand vous demandez les préférences, etc. sur Instagram, c'est vraiment en plus visuellement hyper sympa, hyper joli. Donc non, on sent Merci. que c'est en plus, enfin vous m'avez dit ça date d'avril le lancement et pour autant là on enregistre, on est en octobre et je trouve déjà ça, enfin c'est très abouti. On voit que tout est vraiment pensé. Donc là avril c'est quand vous avez lancé, mais ça fait combien de temps que vous réfléchissez le projet? Donc, ça fait quand même quelques mois que j'avais réfléchi un petit peu à différents modèles. Donc, l'objectif étant de maximiser le nombre d'emplois handicapés pour moi, donc créer la place, une place pour les personnes exclues dans notre société. J'ai réfléchi à beaucoup d'autres modèles depuis, on va dire, la fin d'année dernière, donc novembre, décembre. Ah, mais c'est récent quand même. Oui, oui, oui. Donc, ça aurait très bien pu être dans le textile, dans l'ameublement, dans la reprise de déchets autres, pour en faire d'autres utilités, d'autres utilisations. Mais en fait, dans l'équation, il y avait toujours quelque chose qui ne s'imbriquait pas. Alors, à un moment donné, ça a cristallisé vers mars, fin mars, sur ce projet particulier là, de Biscornu, avec l'équation qui s'assemblait sur toutes les valeurs, tous les engagements avec la gastronomie. La gastronomie, en fait, c'est un catalyseur parfait aujourd'hui en France parce que le patrimoine gastronomique, c'est reconnu mondialement, mais c'est aussi quelque chose qui nous rassemble en France au-delà de toutes nos différences. Donc, c'était déjà un vecteur commun, enfin, un dénominateur commun de nous tous en France avec toutes nos différences.
on se retrouve aujourd'hui en France dans la gastronomie. C'est universel à la fois parce qu'on a besoin de manger, voilà, on a besoin de faire nos repas dans la journée, de nous alimenter. Donc c'est universel dans ce sens-là, mais au-delà de l'universalité, il y a également cette symbolique de se retrouver dans la dimension de la gastronomie. Et puis le partage. En fait, la gastronomie porte beaucoup, beaucoup de valeurs, notamment la valeur du partage. Donc faire un bon repas entre amis, en famille, on se retrouve autour des repas, spécialement en France. Ouais. Les repas de communion qui durent des heures ou de fêtes. Donc, c'est des moments de partage, c'est des moments de solidarité et c'était une belle symbolique pour un projet comme celui-là qui se veut un projet d'engagement, un projet de valeur. Tout à fait. Ouais, super. Quel est le... Parce que donc, on n'en a pas trop parlé, mais vous, à la base, vous n'êtes pas du tout de ce milieu-là. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se reconvertir, justement, qui veut ben, voilà, arrêter ce qu'il fait, partir dans quelque chose dans lequel il n'a pas du tout d'expérience, qu'est-ce qui vous a aidé, vous? Qu'est-ce qui vous a fait garder cette petite flamme pour continuer et pour lancer le projet? Alors, effectivement, je pense il faut croire vraiment en ses idées. Il faut avoir aussi un petit grain de changement, c'est-à-dire avoir un regard un peu différent sur ce qui se fait pour avoir une volonté d'apporter quelque chose de différent à ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas pour moi. Pour ma part, j'ai toujours eu un regard un peu décalé ou différent sur ce qui m'entourait. Donc, j'ai toujours trouvé que la différence avait beaucoup plus d'intérêt pour moi que ce qui était finalement dans les cases ou dans la normalité, ce qu'on peut dire normalité. Donc, depuis que je suis tout petit. Donc, pour ma part, avoir un raisonnement et un regard assez intéressé sur toute la différence, je le porte depuis très, très longtemps. Donc, pour moi, c'était simplement le moment voilà, qui est arrivé avec mon fils voilà, qui n'avait plus de solution pour son avenir. C'est venu à ce moment-là, mais je portais déjà en moi cette petite graine de différence et cette volonté de montrer qu'on peut regarder les choses différemment. Voilà. Donc je crois que pour d'autres qui souhaiteraient s'engager, le conseil pour se lancer en tout cas, hein, puisque là on est tout jeune, on l'a Oui, dit, oui. hein, avril à octobre, donc je n'ai pas beaucoup de conseils particuliers dans cette phase-là de lancement, de démarrage. Mais disons que pour la première étape qui consiste à se lancer, effectivement, il faut prendre le courage à deux mains. Pour ma part, qui suis un petit peu anxieux de nature, donc vous voyez, ça demande quand même de sortir un peu du cadre. Et puis effectivement, je ne viens pas du tout de ce milieu-là, de la restauration. Je viens d'un monde de groupes industriels internationaux, donc ça n'a rien à voir. De l'industrie lourde en particulier. Donc là, de me reconvertir dans un autre domaine que je ne connais pas en portant d'autres engagements, voilà, il faut avoir l'envie de le faire en se disant que c'est un projet qui vaut le coup, voilà, qui me dépasse aussi. Mm. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un projet qui dépasse complètement ma personne. Hein. C'est pas juste mon fils et moi ou mes enfants et moi. Je crois que j'ai à cœur, moi, de faire résonner ce regard et cette différence au plus grand nombre pour que ça puisse aider peut-être d'autres familles, d'autres personnes en situation de handicap, d'exclusion, Mm. de me dire que peut-être un modèle social et de société qui serait plus vertueux, c'est une belle idée et pas qu'une idée. Peut-être qu'elle est Ouais. viable aussi et on peut y arriver. Mm, mm. Alors c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi se reposer sur tous ceux qui nous entourent, qui nous soutiennent. Donc il y a la famille, il y a les amis. Moi, c'est une décision que je n'ai pas prise toute seule. Je l'ai prise avec ma famille. C'est trop engageant, en fait. Hein. Là, je passe d'une situation, on va dire, très confortable matériellement, avec un parcours de connaissances et d'expertise et d'expérience dans un métier, dans des métiers qui sont très confortables. Et là, je remets tout en question. Je pars de zéro, de rien. Ouais. Et pour ça, on est obligé de prendre cette décision avec d'autres, en tout cas pour moi. Je l'ai prise avec ma famille, donc j'ai fait un conseil de famille avec ma femme et mes trois enfants en leur disant, voilà, papa, il a une idée, c'est peut-être de créer une entreprise pour peut-être créer une place dans la société pour Alexandre et aussi pour répondre à vos À vos angoisses à craintes, vous, ouais. les enfants, sur le sujet de l'écologie, de l'environnement. Et je leur ai demandé leur avis. Donc, ils m'ont demandé effectivement quels seraient les risques et quels seraient voilà, les options hein, qui pouvaient se présenter derrière. Donc, ils m'ont posé la question, est-ce que ça pourrait vouloir dire ne plus habiter dans la même maison si jamais on n'avait plus d'argent? Mm. J'aurais dit oui, ça pouvait aller jusque-là. On pourrait peut-être ne plus pouvoir payer la maison. On pourrait avoir à déménager. On pourrait ne plus passer des vacances comme avant.
Eh bien, ils ont répondu oui, on y va quand même. Malgré tous Super. ces risques-là, alors ils ont eu très peur, ils avaient très peur, mais en même temps, ils ont dit que le projet valait le coup et ils ont donné leur accord pour que papa s'engage dans cette voie-là. Donc ça, C'est c'est génial. quand même, voilà, c'est une façon aussi de donner de la force pour sortir d'un contexte, d'un cadre confortable, pour aller se mettre en risque quelque part, mettre aussi sa famille en risque. C'est de prendre un peu la force dans ceux qui nous entourent, hein, trouver du courage pour pouvoir se dépasser. Et puis, bah, au-delà de la famille, il y a aussi toutes les personnes qui nous entourent. En avril, en fait, j'ai été porter cette idée-là auprès de partenaires possibles, des professionnels du handicap, des personnes qui sont justement dans des légumeries, dans des coopératives bio, chez des restaurateurs. J'ai demandé aussi j'ai tendu la main en demandant ce qu'ils voulaient bien m'aider à des chefs cuisiniers. Donc, c'est des projets qui sont possibles uniquement si vous avez des mains tendues et s'il y a des personnes qui derrière les prennent et disent ensemble, on a envie de faire quelque chose. On a envie de croire en ce projet-là, ce concept-là, cette idée de société et ça vous donne le courage. Voilà, ça donne l'envie de se dépasser et d'aller encore plus loin. Mais c'est ça qui est beau aussi, justement, et c'est aussi ce que j'essaye de montrer avec Espérance, c'est que la solidarité, c'est pas un concept abstrait, c'est que ça existe. Il y a plein de gens qui sont là, qui veulent essayer, qui veulent tendre la main, qui sont les premiers à dire mais oui, je suis quand on leur propose quelque chose qui peut vraiment faire bouger le monde dans lequel on vit. Et donc voilà, merci beaucoup aussi de partager ça et d'indiquer que vous avez eu aussi toutes ces personnes qui ont répondu présentes parce que tout seul, on ne peut jamais changer des choses, c'est impossible. On peut faire chacun sa part, mais bon, on ne peut jamais aller très très loin. Et du coup, merci beaucoup de partager ça et de les mettre en avant parce que c'est très important aussi de savoir que voilà, il n'y a pas qu'une seule personne à chaque fois derrière un projet, c'est impossible. Il y a toujours tout un ensemble de personnes qui sont là derrière. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que pour terminer, vous auriez un message à faire passer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Le message que je pourrais passer, c'est de dire qu'on peut croire en l'avenir et qu'il faut croire en l'avenir. Je pense qu'il est important qu'on essaye tous de construire quelque chose qui tende vers une société plus équilibrée, qui soit plus juste pour toutes les personnes différentes. Nous sommes tous différents. Je pense qu'on peut le constater au quotidien, on peut le constater dans toutes les situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Toutes nos différences méritent d'être exprimées, valorisées, et je crois qu'il faut inciter à avoir un autre regard sur toutes nos différences pour avoir une société ensemble plus épanouie. Bah, merci beaucoup, Olivier. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous recevoir ici et je suis vraiment contente que les auditeurs aussi puissent avoir accès à tout ce que vous venez de dire parce que je trouve ça très très important. Au-delà du projet que je vous ai dit, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un projet vraiment un peu révolutionnaire finalement pour la société. Donc voilà, j'admire vraiment le travail que vous faites, mais au-delà de ça, tous les messages que vous venez de faire passer, je trouve que c'est des choses très très importantes. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite bien sûr une bonne continuation pour la suite. Merci Marion.